Sir, step away from the car. Whose vehicle is this? It's mine. I'm just trying to go home. People like you don't usually drive something like this. Let me see your ID. Je ne le redemanderai pas. Les mains sur la table, bien en vue. Maintenant, agent. Chaque seconde que vous persistez dans cette conduite, la valeur de votre erreur augmente de façon exponentielle. Continuez à vos risques et périls. Rapport d'incident, 14 mars, 15h32. Lieu, librairie La Plume d'Or, quartier de Saint-Germain-des-Prés, Paris. Ce qui a commencé comme un contrôle d'identité de routine, basé sur un préjugé racial à peine dissimulé, s'est transformé en l'un des cas de faute professionnelle les plus coûteux pour un seul agent dans l'histoire de la préfecture. L'agent de la police nationale, Léo Dubois, dans sa première année de service, a contrôlé le juge Jean-Luc Renaud, magistrat à la cour d'appel, alors que celui-ci examinait des dossiers sur sa tablette. L'escalade d'agressivité de l'agent, entièrement enregistrée par la caméra de surveillance CCTV 04 du magasin et par la caméra piéton de l'agent lui-même, a entraîné sa révocation, un procès pénal et une condamnation civile totalisant une dette personnelle et étatique de plus de 9 millions d'euros. Voici le récit documenté de la manière dont une carrière a été détruite en moins de 10 minutes. L'après-midi du 14 mars était baigné d'une lumière douce qui filtrait à travers les grandes vitrines de la Plume d'Or, conférant à l'air une qualité presque tangible, pleine de poussière dorée et de l'odeur réconfortante du papier ancien et du café fraîchement moulu. C'était un sanctuaire de tranquillité au cœur de l'agitation parisienne, un lieu où le temps semblait ralentir, rythmé par le bruissement des pages tournées et le cliquetis discret des tasses en porcelaine. Assis à une petite table en bois sombre, près d'une bibliothèque remplie d'ouvrages reliés en cuir, se trouvait Jean-Luc Renaud. Pour un observateur occasionnel, il n'était qu'un homme de 45 ans, élégamment mais sobrement vêtu d'un polo bleu marine et d'un pantalon en toile beige, absorbé par le contenu de sa tablette numérique. Rien dans son attitude ne trahissait la nature de sa profession ou le poids de ses responsabilités. Il était l'image même de la concentration sereine. Ses doigts fins glissaient sur l'écran avec une économie de mouvement, parcourant des paragraphes denses d'un jargon juridique qui aurait déconcerté le commun des mortels. Il s'agissait du dossier d'appel d'une affaire complexe de fusion-acquisition, un enchevêtrement de clauses contractuelles et de litiges financiers où chaque virgule avait son importance. Son esprit, affûté par des années de pratique et une réputation de rigueur intellectuelle sans faille, disséquait le document avec une précision chirurgicale. Identifiant les failles, évaluant les arguments, construisant déjà dans sa tête l'architecture de son futur jugement. Le juge Renaud appréciait ces moments de calme studieux hors des murs solennels du palais de justice. Il lui permettait de se connecter à l'essence de la loi, loin des rituels et de la pompe de la cour. Ici, il n'était pas monsieur le juge, mais simplement un citoyen, un homme qui cherchait la clarté dans la complexité, un intellect au travail. Pendant ce temps, à quelques rues de là, l'agent Léo Dubois commençait sa patrouille de l'après-midi. À 24 ans, Dubois était l'incarnation d'une ambition brute et mal canalisée. Sorti de l'école de police 6 mois plus tôt avec des notes médiocres en droit et en procédure, mais des évaluations élevées en intervention physique, il voyait l'uniforme non pas comme un vêtement de service, mais comme une armure conférant une autorité absolue. Son partenaire, l'agent Martin, un vétéran approchant de la cinquantaine, avait déjà noté chez le jeune homme une tendance à l'escalade, une soif de confrontation qui le mettait mal à l'aise. Pour Dubois, chaque interaction était un test, chaque citoyen une potentielle source de défi. Les archives de l'IGPN révéleraient plus tard 3 plaintes mineures pour zèle excessif déposées contre lui au cours de ses premiers mois, toutes classées sans suite faute de preuves suffisantes, mais dessinant déjà le portrait d'un homme dangereux avec un badge. Lorsque leur itinéraire les mena devant la Plume d'Or, Dubois ralentit le pas. Son regard balaya l'intérieur à travers la vitrine, s'arrêtant net sur la silhouette de Jean-Luc Renaud. Dans l'esprit de l'agent, une série de préjugés s'activa instantanément, une équation simpliste et toxique. Homme noir, quartier prestigieux, apparence aisée. Pour Léo Dubois, ces éléments ne formaient pas une image cohérente, mais une anomalie suspecte. Il ne voyait pas un professionnel concentré, mais un intrus potentiel. Une dissonance qui, selon sa vision déformée du monde, justifiait une intervention. Il fit un signe de tête à Martin en direction de la librairie. Son partenaire suivit son regard, haussa un sourcil et secoua discrètement la tête. Un geste signifiant clairement « laisse tomber, il n'y a rien ». Mais Dubois avait déjà pris sa décision. Ignorant le conseil silencieux de son aîné, il poussa la porte vitrée de la librairie. Le son cristallin d'une petite cloche annonça leur entrée, rompant le silence feutré du lieu. Plusieurs têtes se tournèrent, surprises par l'irruption de l'uniforme dans ce havre de paix. L'air se chargea soudain d'une tension palpable. Dubois avançait entre les étagères, ses bottes de service résonnant lourdement sur le parquet ancien, son regard fixé sur sa cible.
Il se dirigeait vers un homme qui ne lui avait rien fait, ignorant que chaque pas le rapprochait non pas d'une arrestation de routine, mais du précipice de sa propre destruction. Il s'apprêtait à interrompre la quiétude d'un juge de la cour d'appel, un acte qui allait transformer sa carrière naissante en un cas d'école sur l'abus de pouvoir et la ruine totale. L'agent Dubois s'arrêta devant la table, son ombre s'étalant sur les pages ouvertes d'un livre voisin. Son partenaire, l'agent Martin, resta délibérément en retrait près de l'entrée, son malaise si évident qu'il fut plus tard noté dans le rapport d'enquête préliminaire de l'IGPN. Pour Dubois, cependant, le doute n'existait pas. Chaque détail de la scène confirmait son préjugé initial. Le calme de Jean-Luc Renaud n'était pas de la sérénité, mais de l'arrogance. La tablette haut de gamme n'était pas un outil de travail, mais le produit probable d'une activité illicite. L'élégance discrète de ses vêtements n'était pas un signe de bon goût, mais un camouflage. Il frappa doucement sur la table avec l'articulation de son index, un son sec qui détonna dans le silence ambiant. Sans attendre une réaction, il lança d'une voix faussement neutre mais chargée d'une autorité agressive. « Bonjour, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. » Jean-Luc Renaud ne leva pas immédiatement les yeux. Il termina de surligner une ligne de texte sur son écran, un geste lent et méthodique qui dura peut-être 2 secondes, mais qui, pour l'agent impatient, parut une éternité et un affront intolérable. Ce n'est qu'après avoir terminé sa pensée qu'il releva la tête, son regard rencontrant celui de Dubois sans la moindre trace d'appréhension. « Bonjour, agent, répondit-il d'un ton posé et courtois. Quel est le motif légitime de ce contrôle ? La question, techniquement irréprochable et fondée sur le droit de tout citoyen, frappa Dubois comme une insulte personnelle. La caméra piéton, dont l'enregistrement audio et vidéo serait plus tard une pièce à conviction centrale, captura la crispation de sa mâchoire et le léger plissement de ses yeux. Il n'entendit pas une question légale, mais un défi direct. « Le motif, c'est que je suis un officier de police et que je vous le demande. Maintenant, votre pièce d'identité. » Sa voix avait monté d'un cran, attirant l'attention de la gérante derrière son comptoir et de quelques clients qui firent semblant de se replonger dans leur lecture. Renaud, imperturbable, ne se laissa pas intimider. Son regard quitta le visage de l'agent pour balayer brièvement la librairie, notant les caméras de surveillance, les témoins potentiels, la position du second policier. Il analysait la situation non comme une victime, mais comme un magistrat évaluant une scène. « Agent, je suis certain que vous connaissez l'article 78.2 du Code de procédure pénale. Il stipule qu'un contrôle d'identité doit être fondé sur une raison plausible de soupçonner une infraction. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'énoncer cette raison ?» Chaque mot était prononcé calmement, précisément, transformant la tentative d'intimidation de Dubois en un examen oral de procédure pénale qu'il était manifestement en train d'échouer. La démonstration de calme et de connaissance juridique de Renaud eut l'effet inverse de celui escompté. Pour un esprit comme celui de Léo Dubois, la logique n'était pas un outil de désescalade, mais une provocation. La fureur jusqu'alors contenue éclata. Il frappa violemment la table de la paume de sa main, faisant sursauter la tasse du juge et renversant quelques gouttes sombres sur le bois verni. « Assez de vos leçons de droit !» cria-t-il, sa voix résonnant désormais dans toute la librairie. Le silence devint total, pesant. Vous vous croyez plus malin que tout le monde? Vous pensez que parce que vous êtes habillé comme un cadre dans un quartier chic, la loi ne vous concerne pas? C'est une erreur. C'est justement à cause de gens comme vous que nous sommes là. La tirade était un mélange confus d'accusations infondées et de ressentiment social, la verbalisation brute du préjugé qui avait motivé toute l'interaction. L'agent Martin fit un pas en avant. « Léo, arrête, on s'en va, il n'y a rien à voir ici. » Dubois se tourna vers lui, le visage déformé par la colère. « Reste en dehors de ça, Martin, je sais ce que je fais. » Il se retourna vers Renaud, ignorant complètement son partenaire, un acte d'insubordination qui serait lourdement sanctionné. Jean-Luc Renaud, pendant ce temps, n'avait pas bougé d'un centimètre. Il n'avait pas cillé lorsque la main de l'agent avait frappé la table. Avec une lenteur délibérée, il posa sa tablette, écran contre table, et croisa les mains. Son calme était devenu une arme passive, un miroir qui renvoyait à Dubois l'image de sa propre irrationalité. « Agent, dit-il, d'une voix qui paradoxalement semblait plus forte parce qu'elle était plus basse, vous êtes en train de commettre plusieurs fautes professionnelles graves. Je vous offre une dernière chance de mettre fin à cette interaction et de partir. » C'était un avertissement, une porte de sortie offerte par un homme qui comprenait parfaitement les conséquences légales de chaque seconde qui passait. Mais pour Dubois, ce n'était qu'une menace de plus, la confirmation qu'il avait affaire à un individu arrogant qui devait être maté. « C'en est trop, dit-il entre ses dents. Outrage, rébellion, vous êtes en état d'arrestation. » Il fit un geste pour saisir le bras de Renaud, pour le forcer à se lever de sa chaise.
En cet instant précis, il franchit une ligne invisible, passant d'un abus d'autorité verbale à une agression physique. Il posa la main sur le bras du juge, un contact qui scella son destin. Que feriez-vous si vous étiez confronté à une injustice aussi flagrante de la part d'une personne en position d'autorité? Partagez votre réaction dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire où la justice sera rendue de manière spectaculaire. Le contact physique fut le point de rupture, non pas pour Jean-Luc Renault, mais pour l'ordre des choses. Au lieu de se débattre ou de montrer la moindre once de peur, le juge demeura parfaitement immobile, son corps devenant un roc contre lequel la vague de fureur de l'agent venait se briser. Lentement, avec une précision qui glaça le sang de plusieurs témoins, il baissa les yeux vers la main de Dubois agrippant son bras, puis remonta son regard pour le planter directement dans celui de l'officier. La transformation fut instantanée et terrifiante. Le citoyen agacé avait disparu, remplacé par l'incarnation même de l'autorité judiciaire. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, n'était ni forte ni agressive, mais elle possédait un poids, une résonance qui sembla faire vibrer l'air et qui coupa court à toute autre pensée. « Agent Léo Dubois », commença-t-il, chaque syllabe étant une pierre posée sur l'édifice de la condamnation à venir. « Je suis Jean-Luc Renault, magistrat à la Cour d'appel de Paris. Vous venez de commettre, successivement et de manière entièrement documentée, un délit de contrôle d'identité discriminatoire, un abus d'autorité manifeste, une contrainte illégale et, à cet instant précis, des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Tout ceci est enregistré par votre propre caméra piéton dont le numéro de série est visible, ainsi que par au moins 2 angles du système de vidéosurveillance de cet établissement. Je vous offre une dernière opportunité, non plus en tant que citoyen, mais en tant que magistrat, de me lâcher immédiatement et de limiter les dégâts pour votre carrière et pour l'État que vous êtes censé représenter. » La révélation tomba dans la librairie comme une bombe silencieuse. L'agent Martin, près de la porte, ferma les yeux un bref instant, un geste de défaite silencieuse. La gérante porta la main à sa bouche. Mais pour Léo Dubois, la déclaration était si loin de son cadre de référence, si contraire à ses préjugés, qu'il fut incapable de la traiter comme une vérité. Son cerveau la rejeta comme une impossibilité. Une lueur de confusion traversa son visage, rapidement remplacée par un rictus de mépris. Un rire sec et désagréable s'échappa de ses lèvres. « Juge, vous? Et puis quoi encore, le président de la République? Vous vous enfoncez, mon ami. Maintenant, en plus de l'outrage et de la rébellion, je vous arrête pour usurpation de fonction. » C'était sa dernière et fatale erreur. En doublant la mise, il venait de transformer une faute professionnelle grave en un acte criminel indéfendable. Il resserra sa prise sur le bras du juge et, de son autre main, sortit ses menottes de leur étui. Le cliquetis métallique de l'acier résonna dans le silence pesant. Il ignorait que la gérante, quelques secondes plus tôt, avait déjà composé le 17 sur son téléphone, demandant en chuchotant l'endroit d'un superviseur en urgence. Au moment précis où l'acier froid des menottes allait toucher le poignet du magistrat, la cloche au-dessus de la porte d'entrée tinta de nouveau, annonçant une arrivée qui allait changer la trajectoire de tous les destins présents dans la pièce. Le contact physique fut le catalyseur. Le temps sembla se distordre, s'étirer, comme si chaque milliseconde était capturée et analysée par une intelligence supérieure. Pour Léo Dubois, ce geste était l'aboutissement logique de son autorité. Pour Jean-Luc Renault, c'était la conclusion d'une démonstration, la preuve matérielle et irréfutable de l'infraction. Le magistrat ne réagit pas par la force. Au contraire, il laissa son corps devenir une masse inerte, un poids mort qui absorbait l'agressivité de l'agent. Puis, avec une lenteur calculée, presque théâtrale, il baissa la tête. Son regard ne quitta pas celui de Dubois, mais il s'abaissa, suivant une trajectoire invisible le long du bras de l'agent jusqu'à se poser sur les doigts qui serraient son biceps. Le silence dans la librairie était si complet qu'on aurait pu entendre le bourdonnement d'un néon. Dubois sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Le regard du juge sur sa main n'était pas celui d'une victime. C'était un regard d'analyse, froid, comme un entomologiste examinant un spécimen. Lorsque les yeux de Renault remontèrent pour croiser à nouveau les siens, quelque chose avait changé. Le citoyen avait disparu. À sa place se tenait une entité de pur pouvoir institutionnel. Sa voix, quand elle s'éleva, était dénuée de toute émotion, une lame de glace tranchant l'air tendu. « Agent Léo Dubois,
Je suis Jean-Luc Renaud, magistrat à la Cour d'appel de Paris. Vous venez de commettre, de manière cumulative et entièrement enregistrée, un contrôle aux faciès, un abus d'autorité, une intimidation, une menace et, à l'instant même, des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. Chaque infraction était énoncée comme un chef d'accusation lors d'une audience. Sans quitter Dubois des yeux, Renaud utilisa sa main libre pour atteindre la poche intérieure de sa veste posée sur le dossier de la chaise. Son mouvement était fluide, sans précipitation. Il en sortit un portefeuille en cuir noir. L'objet semblait banal, mais entre ses mains, il prenait une dimension solennelle. Il l'ouvrit. À l'intérieur, au lieu d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire, reposait une carte rigide barrée d'une bande tricolore. Le sceau doré de la République française scintillait sous la lumière douce du café. En lettres capitales, sous son nom, une seule fonction, magistrat. Il tendit la carte ouverte vers le visage de Dubois, la maintenant immobile à une vingtaine de centimètres de ses yeux. Le cerveau de Léo Dubois lutta pour traiter l'information. La caméra piéton enregistra la dilatation de ses pupilles, le léger affaissement de sa mâchoire. Il vit les couleurs, il lut le nom, il lut le titre. Mais la réalité était si éloignée de ses préjugés qu'il fut incapable de l'accepter. Le déni, puissant mécanisme de défense, prit le dessus. Un rire étranglé, presque hystérique, s'échappa de ses lèvres. « Magistrat, vous, c'est la meilleure de l'année. Vous êtes vraiment prêt à tout, hein? Maintenant, en plus de tout le reste, je vous arrête pour usurpation de fonction. » C'était son point de non-retour, la falaise dont il venait de sauter sans parachute. Il resserra sa prise sur le bras de Renaud et, avec une confiance renouvelée par son propre mensonge, fit un pas pour le forcer à se lever. Il était tellement absorbé par sa propre fiction qu'il n'entendit pas le son cristallin de la cloche de la porte, annonçant l'arrivée de la réalité sous la forme de 2 officiers supérieurs. Pensez-vous que la justice devrait être aussi implacable avec ceux qui abusent de leur pouvoir? Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour assister à la ruine complète et documentée de l'agent Dubois. Vous ne voudrez pas manquer les chiffres. L'enregistrement de la caméra piéton du brigadier-chef, activé par protocole dès son franchissement du seuil de la librairie, capture ce qui suit avec une netteté implacable. Le son cristallin de la cloche de la porte agit comme un signal de théâtre, annonçant le dénouement. Le capitaine Michel Vasseur, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par 3 décennies de service, entre le premier. Son regard expert balaye la scène en une fraction de seconde, analysant les postures, la tension ambiante, la position de ses hommes. Il voit d'abord l'agent Martin, près de l'entrée, dont l'expression est un mélange de résignation et de panique contenue. Puis, il voit son jeune agent, Léo Dubois, le corps tendu par l'agressivité, une main agrippant fermement le bras d'un citoyen assis, l'autre tenant une paire de menottes. Enfin, son regard se pose sur le visage du citoyen. Le temps s'arrête. Une micro-expression de pure incrédulité traverse le visage du capitaine Vasseur, immédiatement remplacé par une pâleur mortelle. Ses yeux s'écarquillent. Il connaît cet homme, pas personnellement, mais de réputation, de photos officielles, de séminaires sur la collaboration entre la police et la magistrature. C'est le visage d'un des hommes les plus respectés et redoutés du système judiciaire parisien. Le capitaine se raidit, sa posture passant instantanément de celle d'un officier intervenant sur une situation tendue à celle d'un subalterne en présence d'une autorité supérieure. La transformation est si radicale que même les clients de la librairie, figés dans leur rôle de spectateurs silencieux, l'aperçoivent. D'une voix étranglée par le choc, mais empreinte d'un respect absolu, il lâche les mots. « Monsieur le juge, que diable se passe-t-il ici ?» La question n'est pas adressée à son agent, mais directement à Jean-Luc Renaud, une reconnaissance implicite et publique de son statut et de sa légitimité. Pour Léo Dubois, ces 2 mots sont plus violents qu'un coup de poing. Le rictus de mépris sur son visage s'efface, remplacé par un masque de confusion totale. Sa prise sur le bras du juge se relâche imperceptiblement. Son cerveau, incapable de concilier ses préjugés avec la validation irréfutable de son supérieur hiérarchique, semble se court-circuiter. La caméra de surveillance CCTV 04, filmant en plongée, enregistre la couleur qui quitte son visage, la sueur qui perle soudainement sur son front. La réalité, qu'il avait si agressivement rejetée, vient de le percuter avec la force d'un train. L'agent Martin, voyant la scène se dérouler exactement comme il l'avait craint, se contente de fermer les yeux et de secouer lentement la tête, un geste de désespoir silencieux qui sera lourd de sens lors de l'enquête de l'IGPN. Le climax n'est pas un cri, ni une lutte, c'est le silence assourdissant qui suit la question du capitaine, un silence où la carrière d'un homme vient de se désintégrer en direct.
La validation externe fut l'acte final de la destruction de l'autorité de Léo Dubois. Le capitaine Vasseur, ignorant totalement son subordonné pour l'instant, fit 2 pas en avant, s'adressant exclusivement au magistrat. « Monsieur le juge, je vous présente mes excuses les plus sincères au nom de la préfecture de police. Est-ce que cet agent vous a blessé ?» Son ton était celui d'un homme tentant de contenir une catastrophe diplomatique. Jean-Luc Renaud, toujours parfaitement maître de lui, baissa un instant les yeux vers son bras, là où les doigts de Dubois s'étaient crispés. Il ne répondit pas directement. Au lieu de cela, avec un calme olympien, il se tourna légèrement pour faire face au capitaine, son regard englobant les caméras de la librairie et la lumière clignotante de la caméra piéton de l'officier. « Tout est enregistré, capitaine », dit-il simplement. Sa voix était neutre, factuelle, mais chaque mot était un clou planté dans les cercueils professionnels de Dubois. Cette simple phrase signifiait qu'il n'y avait aucune place pour l'interprétation, aucune possibilité de minimiser l'incident. Les preuves étaient là, objectives, irréfutables. Le capitaine Vasseur comprit immédiatement. Son visage se durcit, la déférence envers le juge se muant en une fureur glaciale dirigée vers Dubois. Il se tourna enfin vers le jeune agent, qui se tenait désormais comme une statue de sel, les menottes pendant stupidement de sa main. « Agent Dubois », ordonna-t-il, d'une voix basse et sifflante qui était bien plus terrifiante qu'un cri. « Lâchez, monsieur le juge, reculez de 2 pas, posez vos menottes sur la table, maintenant. » L'obéissance de Dubois fut mécanique, celle d'un automate dont les circuits ont été grillés. Ses doigts s'ouvrirent, libérant le bras de Renaud. Il recula, ses bottes semblant soudain trop lourdes, et déposa les menottes sur le bois avec un cliquetis métallique qui résonna comme un glas. Le capitaine Vasseur ne s'arrêta pas là. Il fit un signe de tête au brigadier-chef. « Prenez sa caméra piéton et son arme de service. Il est en suspension administrative avec effet immédiat. Conduisez-le au véhicule. Silence radio. » L'humiliation était totale et publique. Être désarmé sur les lieux d'une intervention, devant des civils et un membre éminent du pouvoir judiciaire, était la marque ultime du déshonneur. Alors que le brigadier-chef s'exécutait, retirant l'équipement d'un Dubois désormais catatonique, le capitaine se tourna une dernière fois vers le magistrat. « Monsieur le juge, nous allons sécuriser toutes les preuves. L'IGPN sera saisi dans l'heure. » Mais Renaud ne le regardait plus. Son attention était revenue à sa tablette, comme si l'incident était déjà classé, une simple note de bas de page dans sa journée. Il s'apprêtait à reprendre sa lecture, ignorant que la procédure qu'il venait de déclencher allait établir un nouveau précédent en matière de responsabilité policière. La chute de Léo Dubois ne fut pas un déclin progressif, mais une démolition contrôlée, exécutée avec la précision froide et impersonnelle de la machine administrative et judiciaire qu'il avait si imprudemment provoquée. Le rapport de l'Inspection générale de la police nationale, classé sous la référence 8821C, détaille la chronologie des conséquences avec une clarté clinique, transformant un acte de préjugé de 10 minutes en une ruine à perpétuité. La première conséquence fut administrative. Moins de 72 heures après l'incident, sur la base des preuves vidéo irréfutables fournies par la caméra piéton de Dubois lui-même, celle de son supérieur et les enregistrements de la librairie, sa suspension fut convertie en une procédure de révocation. Le conseil de discipline fut une simple formalité. Les images parlaient d'elles-mêmes, montrant un agent hors de contrôle, agissant sur la base d'un préjugé flagrant et ignorant les tentatives de désescalade de son partenaire. La révocation, la sanction la plus sévère pour un fonctionnaire, fut prononcée avec effet immédiat. Léo Dubois perdit non seulement son emploi, mais aussi son identité. Son salaire de 2200 € net par mois disparut. Tous ses avantages, sa couverture sociale spécifique et surtout ses droits à une pension de retraite accumulée furent anéantis. À 24 ans, sa carrière dans la fonction publique était terminée avant même d'avoir réellement commencé. Son nom devint une étude de cas, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, projeté sur les écrans des écoles de police à travers la France, anonymisé mais reconnaissable pour ceux qui connaissaient l'affaire, une source de honte éternelle pour sa promotion. Ensuite vint le volet pénal. Le procureur de la République, saisi par le rapport de l'IGPN, engagea des poursuites. L'ex-agent fut jugé en comparution immédiate pour abus d'autorité manifeste, violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et contrôle discriminatoire. Son avocat tenta de plaider le stress et le manque d'expérience, mais l'argument fut balayé par la sérénité et la clarté des enregistrements.
Le verdict fut sans appel, 6 mois de prison avec sursis, une inscription à son casier judiciaire qui lui interdirait à jamais tout emploi dans la sécurité ou la fonction publique, et une amende pénale de 15 000 €. Mais la véritable destruction fut financière. Le juge Jean-Luc Renault, non pas par vengeance personnelle, mais par principe institutionnel, engagea une action civile contre l'État pour faute lourde de ses services. Face à un dossier en béton armé et au risque d'un procès public qui aurait créé une jurisprudence dévastatrice, l'État a choisi de négocier. Une transaction record fut conclue pour un montant de 8 millions d'euros. Le juge Renault, fidèle à son éthique, fit immédiatement verser l'intégralité de cette somme à 3 associations: un fonds de soutien aux victimes de violences policières, une organisation de lutte contre le racisme, un programme de bourse pour les étudiants en droit issus de milieux défavorisés. Son action n'était pas pour le gain, mais pour la justice réparatrice. Cependant, l'histoire financière ne s'arrêta pas là. L'État, en vertu de l'action récursoire, se retourna contre Léo Dubois pour sa faute personnelle détachable du service. De plus, une action civile distincte fut mémée directement contre lui. Le tribunal le condamna personnellement à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et l'atteinte à la dignité de la fonction judiciaire. À cela s'ajoutèrent 60 000 € de frais de justice. Le coût total de son préjugé s'éleva donc à 9 075 000 €. La dette d'1 060 000 € devint son fardeau à vie. Aujourd'hui, Léo Dubois travaille comme manutentionnaire dans un entrepôt en banlieue. Son salaire est saisi à la hauteur maximale autorisée par la loi, lui laissant à peine de quoi survivre. Il est socialement ostracisé, ses anciens collègues l'évitent et sa famille a coupé les ponts, humilié par le scandale. Pendant ce temps, 2 semaines après l'incident, le juge Jean-Luc Renault présidait une audience à la cour d'appel, son nom cité dans la presse, non pas comme une victime, mais comme un exemple de la force tranquille de l'état de droit. L'incident à la Plume d'Or était déjà pour lui un lointain souvenir, une simple validation des principes qu'il défendait chaque jour. Pour Dubois, ce fut la fin de tout. A-t-il finalement appris que le préjugé a un prix qui peut être calculé au centime près? Son histoire est devenue une note de bas de page dans les annales judiciaires, un avertissement chiffré sur les conséquences de l'arrogance, un avertissement qui attend silencieusement le prochain à l'ignorer. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'un cas similaire d'abus de pouvoir? Partagez votre histoire dans les commentaires pour sensibiliser et soutenir les autres. Partagez cette vidéo pour que le message soit clair. La justice documentée finit toujours par trouver son chemin.